Nous sommes le lundi 27 juillet 2020. Il sonne 11h un peu partout au studio de Canal FM, également au studio de Radio Courtoisie à Dapaon, Radio Sama FM à Niamtougou, Radio Daoul en Pays Bassar Konkomba, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio Lumière à côté ici à Aneho, et l'heure qui sonne dans votre pays d'accueil, que vous nous écoutiez en Europe, dans les Amériques, en Asie, un peu partout. Nous remercions Dieu qui nous a offert cette journée. Gracieusement, tâchons d'en faire du bien, de l'utile et du bienveillant. À la technique, Michel Kokou Vitogbe Tomega et Géraud Dakucha. Au studio, un confrère déjà arrivé, le deuxième en cours de route, mais l'invité qui est déjà Ali Romoru Chakala, directeur du journal Courrier de la République, paru aujourd'hui même. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Canal FM. Eh bien, au Club de la Presse, naturellement, les différents aspects de la riposte à la Covid-19, pendant que les contaminations continuent à flamber un peu partout en Amérique, l'Europe qui craint un retour. Qu'en est-il de l'Afrique et singulièrement du Togo? Nous allons en parler également. Sécurité publique, protection civile, les actes des forces de sécurité également, le débat qui se porte depuis quelque temps sur un corps, la police, nous allons en parler, également le monde universitaire, un peu également, si nous avons le temps, les questions politiques au Togo et dans la sous-région ouest-africaine. Alors, Aliro Moru Chakala qui est déjà avec nous, le second invité que nous attendons incessamment. Mais non, notre invité, il est déjà là. C'est le médecin commandant Agbobli Yao Apelete. Bonjour mon commandant. Bonjour Sass. Eh bien, le commandant Apelete, il est médecin. Apelete Yao Agbobli, il est médecin. Il est officier supérieur des forces armées togolaises, vous l'avez compris. Il est médecin légiste, expert en dommages corporels, médecin du travail, médecin du sport, mais tout cela pour vous seul, mon commandant? Oui, c'est possible. Et en plus, vous êtes le directeur général du CHU Campus. Tout à fait. Eh bien, vous allez nous parler de la riposte à la Covid-19, un peu ce qui se fait au plan national, et une petite incursion dans votre maison du CHU Campus, pourquoi pas. Mais comme c'est une tradition, nous démarrons par la pensée du jour. C'est une sagesse populaire qui dit, Alirou, ne mettez jamais la clé de votre bonheur dans la poche d'autrui. Une vérité absolue. On ne peut pas construire son bonheur sur le dos d'autrui. On ne peut pas avoir des prétentions de grandes choses en ne posant pas soi-même ses fondations et en regardant que le bonheur viendrait d'un ailleurs qu'on ne connaît pas. Donc je crois que cette sagesse-là, ça vaut pour ceux qui ont des envies de ne pas expérimenter cela parce que ça ne porte pas bonheur, ça ne porte pas chance. Il faut toujours compter sur soi, il faut toujours compter sur ses propres fondations avant d'espérer peut-être un appoint venant d'un ailleurs. Mais si on doit tout miser sur autrui, sur quelqu'un, sur un autrui venant qui réside ailleurs, je crois que on ne peut pas espérer de grandes choses. Merci. Veillons à ne jamais mettre la clé de notre bonheur dans la poche d'autrui. À propos de soi, je ne vous cache pas que j'étais à Hauteux hier pour une petite affaire de famille, l'occasion pour moi de saluer les parents, les amis de Hauteux. Et nous allons nous retrouver le dimanche 2 août prochain, les filles et fils de Hauteux, pour réfléchir aux problèmes de notre canton. Je salue par anticipation toutes les filles et tous les fils de Hauteux, du village ou bien de la diaspora, tous ceux qui feront le déplacement le dimanche prochain, se retrouver pour réfléchir aux problèmes de son milieu. C'est toujours très bien et c'est pas Didier Assoba qui va nous dire le contraire, vous qui faites la même chose pour le canton de Couvé. Oui, naturellement, il faut travailler pour le développement du milieu dont on est issu. Et c'est ce à quoi nous nous attelons, porter haut le nom de cette agglomération de Couvé, qui a besoin quand même de tirer le meilleur de ses fils et filles. Et donc, on y travaille et Dieu va nous aider à réussir. Donc, bonjour Sass.
Bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM. Salut surtout notre invité, le médecin commandant Agbobli. Bien entendu, salut le médecin commandant, le directeur du CHU Campus, dont on parle souvent. Il est là aujourd'hui. Et qui est là en personne. Il est là en personne, donc il pourra éclairer notre lanterne en ce qui concerne ce centre hospitalier. Merci. Premier chapitre, donc la Covid-19, c'est l'actualité. Hier, je suivais avec beaucoup d'attention le journal à la TVT. Je guettais les chiffres de ce jour. Eh bien, les chiffres tels que la conseillère présentatrice l'a décliné. Le Togo a enregistré donc 868 cas de contamination, 18 décès, malheureusement 18 décès. Heureusement quand même 599 cas guéris. Le Togo avait donc hier 251 cas actifs en traitement. Et puis depuis que la pandémie est apparue, le Togo a réalisé un total de 40 763 tests de dépistage, ce qui fait un ratio de 5,28 tests par tranche de 1000 habitants. Dites-nous d'abord, mon commandant, est-ce que le nombre de tests réalisés au prorata de la population, est-ce que nous sommes dans la norme telle que recommandée par l'OMS? Parfaitement, nous sommes très bien classés par rapport à la recommandation de l'OMS, et dans la sous-région, si j'ai bonne mémoire, nous sommes en 4e position en termes de classement au point de vue nombre de tests réalisés par 1000 habitants. Merci. 868 cas, c'était les chiffres hier. Aujourd'hui, nous prendrons connaissance des chiffres tels que le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique les rendra publics. Mais d'ici là, c'est le débat et nous sommes... tous les médias du monde entier ouvrent leurs éditions par la pandémie du Corona-19, du nouveau Corona, pardon, ce que nous faisons nous ici. Et Aliru Tchakala, votre journal aussi, vous en parlez. Quand vous écrivez Covid-19, simplement terrible, écrivez-vous confinement, déconfinement, reconfinement, et vous écrivez que la pandémie tourne toute la planète Terre en bourrique. Oui, c'est une vérité absolue. Et malin est celui-là qui peut dire aujourd'hui que je maîtrise la pandémie. Les pays les plus puissants, les pays les plus faibles, tout le monde passe à la casserole de cette pandémie. Et vous voyez, au début, à la survenue de la Covid-19, le mode, c'était quoi? C'était le déconfinement. On avait pensé que avec le confinement, on pouvait maîtriser un peu l'élan de contamination. Mais tel ne fut pas le cas. Mais à un moment, on a senti qu'il y avait de légers mieux un peu partout. Et l'approche était de commencer de façon graduelle le déconfinement. Et on y allait parce qu'il fallait sauver l'économie, il fallait sauver certains pans de nos acquis. Et on est allé sans mesurer peut-être la portée de l'aventure qu'on est en train d'essayer. Mais on s'est rendu compte que le déconfinement, à peine a-t-il commencé, que on constate de très grandes contaminations, comme si c'était le début de la pandémie. Donc, c'est à plusieurs dizaines de milliers que des cas se signalent un peu partout. Vous voyez, donc, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Certains pays qui avaient commencé leur déconfinement sont maintenant en mode reconfinement. Donc, c'est la triptyque. Confinement au début, déconfinement, et aujourd'hui on est encore au reconfinement. Ça veut dire que personne ne maîtrise le coronavirus. Il tourne toute la planète en bourrique. Les chercheurs ne se retrouvent pas autour de la juste solution à trouver par rapport à la gestion de ce mal. Les économistes même ne savent pas de quoi demain sera fait par rapport aux prévisions qu'ils ont réalisées, et même les médecins, quel traitement faut-il administrer pour arriver à bout de ce mal. Donc franchement, c'est un mal qui est insaisissable. Donc on pourra peut-être réduire la contamination par notre intelligence, par notre sens aigu de la responsabilité, en
naturellement nous protégeant en optant pour les gestes barrières. Donc Merci. je crois que c'est la seule chose qui pourra prémunir l'humanité de ce mal-là. J'ai bien aimé votre titre, hein, ce virus-là qui tourne toute la planète en bourrique, aussi bien le monde des chercheurs, surtout les décideurs politiques, on les voit au jour le jour. On n'a pas encore fini de mettre la maladie que les économistes craignent déjà une récession qui risquerait d'être autrement plus terrible. Mais à chaque jour suffit sa peine. Nous en sommes aujourd'hui à la stratégie de riposte. Eh bien, mon commandant, ce virus, nous l'avons découvert en Chine. Et puis, il a commencé par voyager l'Extrême-Orient, l'Iran. Le virus s'est longtemps implanté en Europe, puis s'est déplacé, ou bien se déplace actuellement en Amérique, Amérique du Nord, Amérique latine. Or, les derniers chiffres nous parlent avec insistance de l'Afrique, donc surtout de l'Afrique du Sud, qui a déjà au moins plus de 400 000 contaminations. Alors, mon commandant, est-ce qu'il est à craindre que l'Afrique devienne le prochain épicentre de ce virus? Bien, Alidou l'a dit tantôt dans son développement, lorsqu'on suit la bonne logique, une seule chose est constante dans cette gestion de Covid, c'est la variabilité. On est parti du confinement pour pouvoir cerner la situation. Mais au fil du temps, on se rend compte qu'il y a d'autres impacts, d'autres éléments à prendre en compte. Et finalement, on déconfine. Malheureusement que cette façon de faire donne l'impression à d'aucuns qu'on est en train de revenir en mode normal. Fort heureusement, toutes les mesures ne sont pas encore levées. Les frontières sont encore fermées. Et la question elle est bienvenue. Qu'adviendrait-il au moment où on va réouvrir nos frontières? Pendant que les gens sont en train d'aller à la désinvolture, il n'y a que le comportement humain qui puisse véritablement nous dire si oui ou non l'Afrique sera la prochaine épicentre de cette pandémie. Oui, on verra le comportement, mais selon la logique scientifique, selon la façon dont le virus nous tourne en bourrique, la Chine, l'Asie du Sud-Est, l'Europe, les Amériques. Maintenant, est-ce qu'une certaine logique funeste voudrait que ce virus vienne s'implanter longtemps chez nous en Afrique? Ça pouvait se traduire ainsi, mais nous avons l'avantage de voir le mal venir. Mais fort heureusement que nous sommes des sujets dotés d'intelligence. Si nous ne voulons pas que l'Afrique devienne la prochaine épicentre, à nous de prendre les dispositions qui s'imposent. Merci, mais vous l'avez dit, un mot, la désinvolture. D'autres diraient insouciance. Nous-mêmes ici au Club de la Presse, dans les journaux, nous en parlons chaque jour. Aller dans les bars, aller dans les marchés, les vidéoclubs, un peu partout sur les terrains du sport. Les gens reprennent déjà par anticipation une vie plus ou moins ou déjà normale. Et d'un autre côté, le gouvernement ou bien l'État est en train d'aller à l'ouverture progressive. On a commencé par les écoles, ensuite les lieux de culte, bientôt les frontières. Pourquoi pas? Alors dites-nous, mon commandant, est-ce que les mesures déjà prises suffiraient que nous puissions ériger une barrière qui résisterait à une nouvelle contamination en masse? Les mesures prises sont efficaces. Il suffit que chacun s'applique réellement. Mais ce qui est intéressant, toutes ces mesures font objet de veille, de surveillance, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui fait que les gens ne les observent pas, pour adapter la communication. Donc, ma foi, il y a suffisamment de mesures. Lorsque nous prenons les plus basiques, les règles de distanciation sociale et physique, si ces règles sont véritablement respectées, je pense que c'est suffisant pour endiguer la propagation de la maladie. Mais au demeurant, nous allons bientôt vers la réouverture des frontières et autres. Il y a d'autres actions qui devraient se faire dans le sens d'une concertation dans l'espace géographique où nous nous retrouvons.
Merci Didier Assogba, notre invité l'a dit, c'est le respect des comportements barrières, le port du masque, observer la distanciation sociale, se laver régulièrement les mains au savon ou bien aux solutions hydroalcooliques. Nous le disons, mais d'un autre côté, la désinvolture, l'insouciance se font également, ont la tête dure. Oui, c'est symptomatique, on va dire, de la nature humaine. On en avait toujours parlé dans ce studio. Il y en a qui ne croient toujours pas à la réalité. Pourtant, ce virus est là. Même s'il n'est pas visible aujourd'hui à l'œil nu, il est là, il tue des gens. Il fait des dégâts. Alirou l'a dit, tourne le monde à bourrique. L'économie est en berne. Et ce virus est quand même une réalité, mais des gens n'y croient absolument pas. Et on a pu démontrer, citer des lieux ici à Lomé où on peut constater ce état de fait. Et donc, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, surtout que sur le continent africain dont nous parlons, il y a généralement ce sentiment de défiance vis-à-vis de l'autorité, et tout ce que l'autorité est en train de faire, ou toute chose dont l'autorité est à la première place, on considère que c'est pour eux et c'est pas pour nous. Et donc ce sentiment-là de ne pas se sentir concerné par ce qui se fait par l'autorité pourra être la cause de ce qui adviendra en Afrique dans les jours, dans les mois ou dans les semaines à venir, dès lors que la plupart des citoyens ne se sentent pas concernés. D'abord par la sensibilisation, on a pu comprendre, au Togo ici, des gens avaient dit qu'il n'y a pas de coronavirus et c'est pour étouffer une contestation politique que les autorités ont pris à bras le corps ce problème de Covid. Heureusement, ces personnes ont changé de religion depuis. Évidemment, on changé de religion, mais le mal est déjà fait. C'est-à-dire qu'on se sert du contexte, on plante un décor, et ceux qui partent avec les premiers enseignements partent déjà, ils font leur religion, et chacun reste. Vous venez démentir ou dédire ce que vous avez dit, mais c'est déjà fait, c'est parti. Mais aujourd'hui, l'autre problème également, c'est qu'on sent le relâchement. De l'autre côté, il y a la désinvolture, l'insouciance dans la population en général, mais on sent également le relâchement sur le plan sensibilisation. C'est-à-dire qu'on ne voit plus, et Alirou l'a toujours déploré depuis quelques semaines, on ne voit plus les autorités, genre les ministres qui passaient par les studios avant d'aller dans leur bureau, les personnalités de premier rang. Dieu merci, depuis quelques semaines, vous avez commencé à inviter des médecins qui viennent nous parler de cette affaire-là. Mais dès lors que... Nous avons commencé avec les médecins, voilà. Avant d'aller aux politiques, nous revenons encore aux médecins, qu'ils soient civils ou militaires. Voilà, mais dès que l'initiative ne vient plus des autorités, on ne les voit plus en première place de la sensibilisation. Des gens pensent que mais tout est normal, on peut continuer. Et l'autre problème également, on en avait parlé le lundi dernier dans ce même studio, c'est qu'au niveau de certaines autorités, on ne les voit pas vraiment prendre à bras le corps cette affaire de porter le masque et observer les gestes barrières. On ne voit pas. On a vu des gens porter le masque ailleurs, et quand ils reviennent chez eux, ils ne portent pas. Donc, généralement, quand ça part comme ça, dans tous les sens, mais les citoyens se disent, mais bon, si telle autorité ne porte pas de masque, pourquoi est-ce que moi, je dois en porter? Donc, voilà le mal. Merci. Désinvolture de l'autre côté, et relâchement de ce côté-ci, ça fait vraiment ce que dit Didier est pertinent. Vous savez, en communication, nous savons, un message vaut autant par le contenu que par le porteur du message, le moment où le message est passé également, la foule. Ici, c'est vrai, nous avons le plaisir, l'honneur d'avoir des médecins, des hommes et des femmes, des civils, des militaires, mais ailleurs, c'est les chefs d'État, c'est les premiers ministres, c'est des ministres qui sont au front du combat, pour faire sentir à leurs concitoyens que c'est une guerre, comme un président l'a dit, suivez mon regard. Mais ici, c'est comme ça, Alirou. Oui, nous l'avons toujours dénoncé, mais dans ce cas de figure, il nous plairait bien de dire que de faire ce qu'on nous dit de faire, mais de ne pas faire ce qu'ils font.
parce qu'on nous a toujours dit de porter le masque. C'est quelque chose qui a été instruit par le gouvernement. Donc, nous sommes obligés de porter le masque, nous sommes obligés de respecter les mesures de distanciation et tout ce qui nous a été édicté pour autre chose. Mais s'il faut attendre que ce soit la première autorité qui tout le temps porte son masque pour que nous prenions conscience de la gravité de la situation, je crois que nous attendrons un peu longtemps. Ce qui est sûr, c'est que le mal, il est là, il est réel. Nous le vivons avec tout son cortège, funèbre cortège, mais il ne faut pas attendre forcément que ce soit le président de la République ou bien le Premier ministre qui porte leur masque avant que nous ne tirions les justes enseignements de cet état de fait. Mais ce que j'ai aussi constaté, c'est qu'au niveau de la sensibilisation, ça a un peu fléchi. Nous ne nous retrouvions plus comme ce fut le cas au début des mesures de la crise sanitaire qui a été décrétée, l'état d'urgence. Mais il y a un fléchissement à tous les niveaux. On ne voit plus ces ministres-là prendre le devant de la communication. On ne voit plus ces personnes aux ressources-là aller au-devant du combat pour la sensibilisation. Donc, les gens ont estimé que si on ne voit plus ces gens-là, ça veut dire que même la pandémie est sous contrôle et que ils peuvent s'adonner à tout. Et ce que nous voyons un peu partout en ville inquiète. Moi, j'ai vu les gens renouer avec les stades, que ce soit dans les quartiers. J'ai vu les gens aussi renouer avec certaines grandes manifestations, notamment les mariages, les grandes réunions et tout ça. Et ça inquiète. C'est pas une affabulation. Certains ont eu à dire que le mal n'existe pas. C'est parce qu'on a voulu trouver des raccourcis pour la gestion de certaines situations qu'on a trouvé cette approche. Maintenant, ces gens-là, ce sont des dits. Donc, il faut aujourd'hui que les gens se disent que le coronavirus, ça existe et que ça ne passera pas par moi pour un ailleurs qu'on ne connaît pas. Donc, c'est de cette prise de responsabilité que dépendra la survie de l'humanité. La sensibilisation, d'accord, mais souvent, les gens allient la carotte et le bâton. Si nous allons en France, le port du masque est rendu obligatoire dans tous les lieux publics. Et hier, je suivais même que sur RFI, que dans une région d'Italie, si on vous surprend que vous ne portez pas votre bavette, vous payez une amende jusqu'à 1 000 €. Ça fait au moins 565 000 francs CFA. Ici, chez nous, c'est seulement 3 000 francs que la FOSAP a commencé à imposer aux gens. Mais depuis une semaine, on a l'impression que même les éléments de la FOSAP se laissent aller au relâchement. Ils ne verbalisent plus ceux qui abondent dans les rues, qui ne portent plus pas le cache-nez. J'avais déjà fait ce constat-là. Moi, je vois rarement les éléments de la FOSAP. Je les vois rarement. Peut-être ça dépend des artères que j'emprunte à Lomé, mais je les vois désormais rarement sur les voies. Et si vous les voyez, on a parlé de relâchement, c'est presque à tous les niveaux. Et aujourd'hui, même quand il y a des gens pensent d'ailleurs que la FOSAP est en train de brimer leurs droits quand on les arrête pour défaut de port de masque. Et je pense véritablement que s'il le faut, des États ont commencé par revenir sur certaines mesures qui avaient été levées. Et je pense qu'on peut retourner à ces situations-là si c'est cela qui pourrait nous aider. On a vu comment les gens respectaient le couvre-feu dans ce pays. On a vu ce que ça a été le couvre-feu. Même si il y a eu des bavures dès le départ, après la situation s'est stabilisée et les gens ont respecté systématiquement ce couvre-feu. Les gens ont l'impression, puisqu'on décline les chiffres, qu'au Togo, on a quelque chose, on a un bon score d'abord, et on a quelque chose de magique dont on ne parle pas et qui guérit des gens au CHR. Des gens disent que s'ils sont malades, mais que le Togo a guéri beaucoup de personnes. Que s'ils sont malades, ils seront au CHU, ils seront nourris gratuitement par l'État durant la période et que les médecins vont les guérir. Que le Togo a quelque chose qui permet de guérir, mais dont le Togo ne parle pas. Donc, dès lors que des gens ont ces impressions-là, ça part dans tous les sens. Moi, j'interpelle le gouvernement. S'il faut, à mon sens, revenir sur certaines mesures qui permettraient aux gens de reprendre conscience de la situation dont on parle, ça va nous permettre de sortir de là. Parce que là, on est presque vers les 1000 cas et ça part. Et ça part parce qu'on sait qu'une personne contaminée, dès lors qu'il vit dans une maison, en famille, dans ses relations, tout est possible. Donc aujourd'hui, il faut que le gouvernement reprenne la situation en main, que tout le monde reparte vers le front du combat
Et ça nous permettrait, à mon sens, de stabiliser. Merci, mon commandant. Voilà, désinvolture insouciante dans la population, un certain relâchement vis-à-vis des autorités dont on ne voit même plus les plus hautes personnalités de l'État. Et puis, cette impression que quelque part, il y aurait un miracle qui guérit le mal, donc on peut l'attraper et se faire guérir. Mon commandant? Pas du tout. Je tiens à vous rassurer qu'il n'y a pas de magicien au CHR Lomé Commune. Et c'est bien vrai. Aujourd'hui, nous avons un nombre assez élevé de personnes qui s'en sont guéries. Mais n'oublions pas qu'il y a eu des personnes décédées également. 18 décédés de Covid, ce n'est pas rien. Mais au-delà de ça, il n'y a pas qu'une seule catégorie de personnes qui soient concernées par le décès ou les complications. Vous avez toutes les tranches d'âge qui sont représentées. Vous avez des sujets qui sont beaucoup plus à risque, cependant. Mais au-delà de ça, on a pu voir des gens qui n'ont aucun facteur de risque, mais qui en sont décédés. Ce qui signifie que nous avons tout intérêt à ne pas contracter la maladie. Tout ce qu'il y a lieu de faire pour l'éviter, nous avons tout intérêt à le faire. Merci. Eh bien, mon commandant, rappelez-nous encore, c'est pas facile de dire la même chose, mais les comportements barrières qui s'imposent en la circonstance. Ces comportements sont classiques et en tête de ces mesures, je cite déjà le port de masque tel que nous le faisons si bien ici. La distanciation sociale et physique. Donc, c'est dit, connaissant le mode de transmission de la maladie au travers des projections qui sortent de la bouche ou bien du nez. C'est bien qu'on soit à distance l'un de l'autre lorsqu'on doit se retrouver en groupe. Et c'est ce que nous faisons là. Plus d'1 mètre. Parce qu'il y a eu des études récemment où on parlait même de possibilité de se contaminer à 2 mètres. Voyez-vous. Au-delà de ça, il y a également le lavage régulier des mains à l'eau et au savon. Et s'il y a possibilité, après ce lavage, de désinfecter avec une solution hydroalcoolique, c'est encore très bien. Voilà quelques mesures fondamentales à respecter dans le cadre des règles barrières pour pouvoir contrôler la diffusion de cette infection. Merci, mon commandant. Au tout début, lorsque le mal avait commencé ailleurs et qu'on craignait qu'il arrive chez nous, c'était chez vous, au CHU Campus, que les premiers aménagements avaient été faits. Après, ça s'est déplacé au CHR Lomé Commune. Mais est-ce que vous abritez toujours au CHU Campus des installations pour venir au secours du CHR Lomé Commune éventuellement? Il n'y a pas que le CHU Campus aujourd'hui qui soit concerné. Dans tout le Togo, les réflexions et les projections sont dans le sens où, au cas où on a à faire face à une flambée, que chaque localité soit en mesure de pouvoir faire l'essentiel. Et c'est les mêmes mesures, en dehors du fait qu'on a dédié des hôpitaux. Je prends le CHR Lomé Commune. Dans les régions, il y a des centres qui sont dédiés. L'organisation devrait se faire dans le sens où, dans n'importe quel centre de santé, où le citoyen peut aller chercher un service de soins, l'on soit en mesure de suspecter et dès lors qu'on suspecte, on met tout en œuvre pour poser le diagnostic et à partir de là, on réfère. Donc, toutes nos formations sanitaires sont organisées dans le sens de pouvoir identifier. Et à partir du moment où on a identifié le cas, on envoie vers les formations sanitaires dédiées à la prise en charge. Pour vous dire, les locaux qui avaient servi à l'époque pour la prise en charge des tout premiers cas qui étaient survenus ont été réhabilités. Aujourd'hui, c'est possible que ces locaux puissent à nouveau servir en cas de besoin à abriter des patients souffrant de Covid. Mais Lomé Commune n'est pas encore débordée. Il y a les hôtels qui ont été identifiés pour recevoir les cas confirmés où il y a encore de la place, mais notre souhait n'est pas que ces lieux soient remplis. Merci, mon commandant. On va finir avec vous sur une certaine vidéo qui avait circulé de façon virale sur la toile. Cette vidéo s'est transportée même ici au studio du Club de la Presse. Nous avions parlé de vous comme vous êtes là. Cette vidéo qui portait sur
les locaux, les salles d'hospitalisation qui n'étaient vraiment pas adaptées à accueillir les malades. Qu'est-ce qu'il en est? Quelles solutions vous avez apportées depuis à ces problèmes, mon commandant? Oui, c'est dommage que cette vidéo ait fait cet effet viral. Et tout dépend de l'idée que l'enregistreur avait derrière la tête en posant l'acte. Mais c'était pour prendre l'opinion à témoin. Je respecte son opinion et je tiens à vous assurer qu'il n'y a pas que ce qui est vilain que l'on peut filmer au CHU Campus. Vous avez d'autres endroits meilleurs que ça qu'on aurait pu filmer. Mais peu importe, nous avons pu tirer les enseignements. C'est ce qui me concerne. C'est bien vrai. Il y a des efforts qui avaient déjà été entrepris avant que la pandémie Covid ne survienne. Où, non seulement pour le CHU Campus, un certain nombre de formations sanitaires étaient dans le pipeline de réhabilitation. Des missions même ont été conduites pour faire une première évaluation. Malheureusement, la pandémie est survenue et les priorités ont été réorientées. Allez au CHU Campus aujourd'hui, juste à l'entrée, vous voyez des bâtiments qui sont réhabilités. Donc, ça veut dire que le processus n'a pas été arrêté. Il y a du progrès qui va pouvoir se faire. Mais je tiens également à nous dire, et c'était déplorable, c'est l'environnement de l'hôpital qui avait été filmé. Ça participe à l'accueil, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais au-delà de ça, ma préoccupation majeure, c'est d'abord la qualité des prestations, la qualité des soins offerts. Je vous avoue, le jour où j'ai vu cette image, je m'apprêtais justement à aller sur les plateaux d'une chaîne. Mais à mon retour, la première chose que j'ai faite, c'était d'aller m'assurer au moins que le patient a été bien pris en charge. Malheureusement, ce patient est parti. Mais nous avons gardé contact. J'étais déçu. Mais une semaine plus tard, elle est revenue. Parce qu'ils nous ont fait confiance, voyez-vous. Le même patient est revenu dans vos locaux. Est revenu dans nos locaux. Lorsque j'ai eu l'information, j'ai appelé le chef service. Professeur, vous avez votre patiente qui est revenue. Vous avez une obligation de résultat. Appelez-moi au secours s'il y a un besoin particulier. J'ai eu à rencontrer la famille avec laquelle j'ai échangé. Ils ont compris. L'intention n'était pas de nuire, mais d'autres ont pu capter ces images pour en faire ce qu'ils voulaient. J'étais parti en mission à mon retour. J'ai cherché à savoir comment l'évolution a été faite. Je garde aujourd'hui contact avec cette famille. La bonne nouvelle, c'est que la maman, elle va mieux. Elle est autonome, elle déambule aujourd'hui. Merci. C'est à nous dire que on peut tout reprocher à nos hôpitaux, mais la qualité, la valeur des hommes qui y travaillent, on peut nous faire confiance. Ça, nous n'en doutons pas, mais mon colonel, à présent, est-ce que vos salles d'hospitalisation offrent des conditions décentes à vos patients et à leurs personnes, aux gens qui les accompagnent? Il y a des choses qui peuvent être corrigées en urgence. Il y en a qui également peuvent se faire à moyen, voire à long terme. Donc, il y a une progression dans l'amélioration des conditions. Donc, il suffit qu'on se donne un peu plus de temps et nous apprécierons, vous-même, vous viendrez constater. Merci, mon commandant Yao Apelete Akbobli, le médecin commandant, directeur général du CHU Campus qui est à nos côtés, qui va rester avec nous, notamment à partir de 12h quand nous allons ouvrir les antennes et que les auditeurs, auditrices puissent avoir l'opportunité de lui adresser directement leurs questions et commentaires. D'ici là, nous allons sur les autres points de l'actualité. C'est la sécurité publique, la protection civile. Ces derniers temps, hier, on accusait les forces de sécurité qui étaient aux abonnés absents lorsqu'ils survenaient des braquages, des cambriolages. Depuis quelques temps, Didier Assogba, on les voit plutôt démanteler des réseaux d'ici et là. La preuve, forum de la semaine qui écrit
la police et la gendarmerie poursuivent le ménage. 2 malfrats de nouveau interpellés. Et je lisais sur votre site Togo Breaking News, vous parliez d'un réseau de 9 malfrats démantelés à la frontière Togo-Ghana. Oui, c'était le vendredi dernier. Cette opération a été menée par la police nationale. Vous savez, la zone de Ségbé est une zone, on va dire, stratégique, dont on connaît la situation de nos frontières africaines et donc frontières entre le Togo et le Ghana. Surtout ces frontières arbitraires imposées par l'étranger au sein même des communautés à Flaou pour ce qui concerne le sud-ouest du Togo. Évidemment, le mal est fait et donc les situations, les populations et les familles qui vivent d'un côté comme de l'autre des frontières et sont obligés de se regarder et de se parler même des fois à travers les frontières. Mais ces zones-là est supposées être en foyer on va dire, de réseaux de braqueurs où la police soupçonne souvent un certain nombre de trafics et de trafiquants qui passent par là. Donc, il se trouve que des personnes avaient été identifiées ou avaient été soupçonnées par avoir participé à des opérations de braquage ou de vol et qui vivaient donc dans la zone de Ségbé. Le vendredi dernier, la police a repéré le groupe là-bas et a envoyé d'abord un premier détachement qui allait s'assurer véritablement de l'identité des personnes soupçonnées, et un autre groupe a été envoyé on va dire en appui et ont dû cerner les lieux pour arrêter le groupe soupçonné. 10 personnes avaient été arrêtées au départ. Et après les vérifications, une personne a été relâchée. Les 9 autres ont été embarqués par la police nationale. Et donc, les investigations se poursuivent, nous avons appris. Les personnes qui seront véritablement reconnues coupables devraient être présentées au procureur de la République pour la suite de la procédure. Donc, ça, c'est pour la police nationale. On voit généralement, ces derniers jours, la gendarmerie communiquer sur également l'arrestation des braqueurs, certaines même fois en flagrant délit, comme ce qui s'est passé à Moninou, près de Scan Togo, où un braqueur a dépossédé un employé de l'usine Scan Togo et qui attendait également déposséder d'autres avant d'être surpris par les gendarmes qui étaient en patrouille. Et on a vu des braqueurs arrêtés également à Pogan après avoir volé deux motos à Hidjranaoui ici. Ils ont emporté les motos à Pogan peut-être pour vendre et la gendarmerie les a arrêtés. La gendarmerie a encore arrêté 2 autres à Avedi et je pense que c'est de cela que parle le forum de la semaine. Donc voilà ces opérations qui permettent d'arrêter des gens, certaines fois en flagrant délit. Je signale que pour Avedi, pour Pogan et pour Tablegbo, c'est un flagrant délit qu'on les a surpris, qu'on les a arrêtés. Mais pour Ségbé, c'est des gens qui auraient participé à des opérations de braquage qui avaient été filtrées par la police. Merci pour ce succès de la force publique qui démantèle les réseaux, qui identifie les cambrioleurs et met la population à l'abri. Mais il se pourrait qu'il survienne quelques bavures lors de ces opérations. Vous vous rappelez, courant juillet, dans la nuit du 27 juillet 2019, il était question de ces 2 braqueurs que la police avait exhibés comme ayant été abattus après une course-poursuite. Et puis il y avait eu toute une polémique, notamment le sieur cimetière. Avait-il été enlevé chez lui ou bien abattu sur le terrain de ces forfaits? Une polémique dont nous avions débattu. La CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, en a également parlé dans son récent rapport. Et Liberté en parle aujourd'hui que la CNDH qui désavoue la police, et pour la CNDH, les victimes avaient été bel et bien enlevées à leur domicile. Mais le rapport, ce rapport de la CNDH, publié dernièrement, nous souhaitons vivement que l'institution puisse trouver l'occasion de le divulguer à grande échelle. La police, vous en parlez aussi, Aliro Mourou Tchakala, avec une question
qui devrait interpeller plus d'un, vous demandez si la police nationale togolaise est le vrai faux parent abandonné des autorités togolaises. Oui, le débat, il est là et tout le temps nous l'alimentons. Il y a même certains policiers qui apportent leur grain de sel à tout ce que nous faisons. Oui, la question, elle mérite d'être posée dans la mesure où depuis quelque temps, il y a des faits que nous vivons. Nous constatons que les policiers sont à l'avant-garde de la lutte contre le grand banditisme et d'autres forfaits. Et il nous plaît bien aujourd'hui de reconnaître qu'ils font plus ou moins bien leur travail. Et la preuve, nous parlons du côté bien dans ce studio. Absolument. Depuis quelque temps, il y a des succès qui sont à mettre à leur actif. Ils traquent ces malfrats, des réseaux sont démantelés, des cybercriminels sont pris. Donc voilà, ils sont dans leur rôle, ils le font si bien maintenant. Est-ce qu'ils ont les moyens nécessaires pour accomplir leur mission? C'est là que la question vient quand même se poser, parce que nous avons constaté que ils semblent être amoindris par rapport à leur effectif. Mais depuis quelque temps, il y a des recrutements qui se font à grande échelle. Il y a l'effectif qui est renforcé. Maintenant, s'agissant des moyens, quand vous allez vous aventurer au niveau de certains commissariats, que ce soit le commissariat central ou bien le commissariat de certains arrondissements, on constate que c'est pas tellement ça. D'ailleurs, les bâtisses qui abritent ces commissariats sont quand même, leur aspect laisse à désirer. Et le commissariat central ne prête pas du tout mine. Vous voyez un peu l'état de décrépitude avancé dans lequel ce commissariat central se trouve. Maintenant, il faut pénétrer les bureaux pour voir que c'est le grand bazar là-bas aussi. Il y a le mobilier aussi qui ne tient pas. Les gens vivent dans l'absolue promiscuité. Les bureaux sont rapprochés. Bref. Nous souhaiterions quand même que il y a des moyens conséquents qui soient alloués. L'autre débat aussi qui s'invite quand on parle des policiers, c'est leur statut particulier. Il a été adopté depuis 2014 au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, il reste la promulgation au niveau du gouvernement. Donc, je crois que le ministre Yark, depuis... Non, la loi a été promulguée. Ce qui manque maintenant, c'est la prise des décrets d'application. Donc, sur ce plan, on attend quand même... le gouvernement et il faut aujourd'hui accompagner l'élan de donner un peu plus de moyens à la police. Donc on ne peut pas attendre plus si les moyens viennent à manquer. Donc c'est ces moyens-là que nous souhaiterions. Mais c'est vrai, le ministre Yark essaie, depuis qu'il est aux commandes du ministère, de jouer à fond sa partition et d'être le porte-voix de ce corps-là vers les premières autorités que sont le président de la République et le premier ministre. Donc il y a un léger mieux parce que non seulement ces policiers-là répondent sur le plan national, mais à l'extérieur aussi, quand il s'agit du maintien de la paix, notamment à Haïti, en Centrafrique et dans bien d'autres pays, la police togolaise a du répondant là-bas. Maintenant, pour la formation, ils ne sont pas aussi démunis que ça. Il y a un centre qui a été construit au niveau de Davier de police où on forme les gardiens de la paix, les officiers de police et même les commissaires. Même les gendarmes aussi font des excursions là-bas pour être formés. Donc, on ne peut pas tout avoir en même temps, mais nous souhaiterions qu'un accent particulier soit porté à ce corps. Quand vous voyez le matériel roulant, les véhicules, tout ça là, ça manque cruellement. Quand vous voyez même les policiers qui sont de faction, il y a aussi les armes aussi qui peuvent servir dans les musées, hein, c'est pas tellement ça. Donc nous souhaiterions, c'est vrai, c'est bien ce qu'on fait déjà. Quand vous voyez même leur accoutrement, avant quand vous voyez les policiers là, mais c'est des gens qui s'habillent mal, les tenues complètement détériorées, des chaussures limées, au point même qu'ils marchent sur leurs propres talons. Maintenant, aujourd'hui, c'est mieux, mais on souhaiterait, au regard de certaines contingences que nous connaissons, qu'on fasse encore mieux pour eux. Merci. Quand tu donnes les moyens à quelqu'un et que tu attends des résultats de lui, il s'adonne à fond. Donc vivement que tout ça là soit amélioré pour que on attende encore un peu plus de ce corps-là. Merci. Est-ce que la police est le vrai faux parent pauvre des autorités? L'article, je ne sais pas si vous l'avez parcouru, Didier, mais l'article révèle ce qu'il faut améliorer. Les locaux, l'armement, l'effectif.
notamment la grande attente du Code de la police, la mise en effectivité de leur statut particulier. Mais à côté, l'article pointe également certains avantages dont bénéficient les policiers d'IGIA, l'École nationale de police à Davier, qui offre des stages de formation. Ces stages même que certains commissaires d'autres OPA effectuent à l'étranger pour monter en grade au besoin. Il y a également des avantages pécuniaires, des primes de logement, leurs salaires qui deviennent de plus en plus attractifs. Voilà ce qui manque, mais ce que les autorités, par le ministre de la Sécurité, le directeur de la police, voilà les avantages qu'ils commencent à offrir. Oui, moi je salue ces avantages, je salue ces avancées, mais j'insisterai beaucoup plus sur ce qui manque, parce que c'est ce qui manque qui est beaucoup plus visible aujourd'hui. Quand on prend tout le corps de FDS au Togo, quand vous voyez les policiers, vous pensez immédiatement, vous croyez que les policiers sont laissés pour compte. Et moi d'abord, quand on veut améliorer la situation de la police nationale, je pense véritablement qu'il faut lever ce que moi je perçois personnellement comme une injustice, le siège même de la police nationale. Et c'est ça la vitrine même de ce corps. Ce n'est pas un siège. Soyons honnêtes et nous saluons ces avancées, mais garder encore la police nationale avec tous les effectifs qu'il y a, avec les avancées qu'on observe au niveau des autres corps, garder encore le siège de la police nationale au niveau de cet espace assez exigu au niveau de la sûreté, je pense que ça laisse à désirer aujourd'hui. Il faut trouver d'abord un siège national à la police togolaise et mettre à l'exécution et faire prendre rapidement les décrets d'application du statut particulier de la police qui avait été voté au temps du colonel Titipina, entre-temps devenu général, mais laissé dans les tiroirs depuis lors, et tout le monde en parle, mais depuis, chaque fois on en parle, plus de 6 ans, 7 ans après, ce statut-là est toujours là. Qui a intérêt à ce que la police ne soit pas dans les meilleures conditions? Je ne connais pas cette personne-là, mais s'il y a des gens, nous interpellons les autorités, il faut avancer. D'abord, moi, personnellement, je pense qu'il faut qu'il y ait un vrai siège pour la police nationale et permettant aux officiers de donner le meilleur d'eux-mêmes, parce que le cadre également contribue à l'amélioration, ou enfin contribue également au rendement de ces officiers-là. Le commandant ne pourra pas nous démentir non plus. Il rêverait, comme on l'avait plaidé dans ce studio pour le CHU Campus également, de meilleurs équipements et de meilleurs bâtiments. Il faut arriver à cela, et cela viendra appuyer les avancées et les avantages qu'on offre aujourd'hui aux officiers, aux commissaires de police, et ce que fait, ce que font le ministre de la Sécurité et le directeur national de la police, et cela viendrait que améliorer et rendre visible cela. Il faut, en même temps qu'on y est, Tchakala a salué l'amélioration qu'on a observée au niveau des tenues des policiers, et je vous apprends que certains policiers eux-mêmes veulent être élégants et se font faire les tenues par leur tailleur. Et donc aujourd'hui, il faut véritablement que ce statut-là soit véritablement mis en application. Alors si nous étions des enseignants, nous attribuerions à Yark, à Okpaoul, doivent continuer à mieux faire. Évidemment. Mais aux policiers également, nous leur demandons de redorer leur blason et d'éviter certains comportements que nous déplorons souvent ici, notamment quand ils sont dans les rues. Oui, mais quand ils sont dans les rues, c'est comme s'ils se vengent par rapport à ce qu'on leur fait endurer à certains niveaux, notamment sur leur statut particulier et puis sur certains avantages qu'ils devraient avoir. Quand on les prend d'un côté, qu'on prend aussi les gendarmes de l'autre, on pense que les gendarmes sont plus privilégiés qu'eux. Donc, pour le parallélisme des formes, au nom de cette cohésion dans la lutte contre le grand banditisme, je crois qu'il faut aussi rendre la vie agréable avec les moyens, avec tout ce que cela suppose pour créer ce dégel-là dans le comportement pour que les policiers puissent s'adonner à fond à ce qu'on attend toujours d'eux. Donc, quand ils prennent les taxis, motos, quand ils prennent les choses-là, souvent, ces raquettes-là, il va falloir, ils disent que c'est pour joindre les deux bouts, mais nous aurions souhaité
que on voit un peu leurs avantages sur le plan salaire et tout ça là on ne les verrait plus racketter les gens et se donner à certains petits vices que nous avions tout le temps décriés ici. Donc vivement qu'on redore un peu leur... Et le ministre qui a généralement dit que les policiers, quand ils raquettent des gens, c'est pour prendre les 200, les 500 pour manger des brochettes. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est la situation. Peut-être qu'il a envie de manger, il a déjà dépensé son salaire maigre, qu'il perçoit déjà à partir du 25 du mois. Il arrive le 5 ou le 7 ou le 10 déjà, il a payé son loyer et tout ça, il ne reste plus rien. Donc quand il veut manger brochette, vous voulez qu'il fasse quoi? Il faut qu'il attende le mois prochain pour manger sa brochette avec son argent. Pendant ce temps, un taxi moto est en infraction, il le prend. Il le cogne une contravention, le gars n'a pas l'argent, il prend 200 quand même. Chacun, il faut que le policier attende le mois prochain pour manger sa brochette avec son argent. Et également les taximens et les taximotos qui ne s'offrent pas en proie. Que chacun porte son casque, que chacun respecte les règles de la circulation et nous serons tous quittes. Pandémie, d'accord, nous y revenons, d'autant plus que certains nombres de compatriotes se retrouvent bloqués à l'extérieur. Les hommes d'affaires, mais également les étudiants togolais bloqués à l'extérieur. Allez-vous vous en parler quand vous écrivez gestion des étudiants togolais de l'extérieur, vous relevez que le professeur Kofi Akpagana se montre sans pitié et sans aucune compassion pour ses compatriotes. Oui, c'est ce que nous avons pu percevoir après avoir mené une enquête minutieuse. Vous savez, les étudiants togolais à l'extérieur se sont toujours bien comportés. Ils ne donnent pas la voix parce que l'État ne donne pas gros, mais l'État essaie toutes les fois de respecter sa part de contrat en allouant ces bourses-là de façon régulière aux étudiants. Mais entre-temps, on a appris qu'il y a une mission qui a sillonné certains pays où nos étudiants sont pour voir un peu comment est-ce qu'ils vivent. Normalement, ils sont allés, ils sont imprégnés des réalités du vécu de ces étudiants et que ces étudiants ont voulu que ces émissaires-là soient les relais pour qu'il y ait une amélioration de leurs conditions de vie là-bas. Mais telle ne fut notre surprise de remarquer avec amertume qu'en lieu et place de voir leurs conditions être améliorées, c'est des amputations qui ont été opérées sur leur allocation, soit plus de 3 mois d'allocation soustraite de ce qu'ils devraient avoir. Maintenant, qu'est-ce qui peut justifier cela à cette heure de pandémie où les étudiants étaient pendant longtemps confinés à ce que nous appelons ici confinement, mais c'est pas du confinement, et c'est nos étudiants qui sont à l'extérieur, notamment dans les pays du Maghreb et ailleurs, qui ont vécu ce qu'on appelle confinement. Donc, ils n'en pouvaient plus. Si au Togo, on a pu apporter des mesures pour soulager certaines familles vulnérables avec tout ce que nous avions connu, pourquoi il n'y aurait pas cette compassion-là vis-à-vis de ces étudiants-là? Encore que, il y a dans certains pays, les étudiants ne doivent pas faire de petits jobs pour joindre les deux bouts. Ils n'étaient pas aussi mieux nantis et maintenant on vient leur amputer encore le peu qu'ils gagnent. Est-ce que ce serait question d'une certaine restriction budgétaire? Parce qu'avec la pandémie, le Togo lui-même n'arrive plus à collecter les impôts, les taxes. Non. Cela n'a pas été une instruction formelle donnée à un certain niveau. C'est une décision un peu, je qualifierais de cynique, qui a été prise au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Le ministère de l'Économie et des Finances n'a jamais dit que nous n'en pouvons plus de supporter les étudiants et qu'il faut un peu voir leur cas. Non, le ministère de l'Économie et des Finances traite les dossiers qu'on leur envoie. Maintenant, c'est quelqu'un qui s'est donné ce malin plaisir au niveau de l'enseignement, du ministère de l'Enseignement supérieur, de vouloir faire des économies à l'État, alors que c'est quelque chose qu'on n'a pas donné, qu'on n'a pas demandé à ces gens-là de faire. Donc, il faudrait quand même restituer. Parce que les vacances, on dit que les 3 mois, c'est le temps des vacances. Pendant les vacances, les étudiants sont logés, ils mangent, ils doivent vivre normalement. C'est pas ici où il y a le centre de solidarité. C'est des étudiants, surtout des jeunes enfants, qui sont laissés à eux-mêmes. Donc, comment est-ce qu'on peut amputer en cette période de pandémie où la solidarité devrait être manifeste à leur endroit? Donc, c'est un cri de cœur que ces étudiants lancent pour que ce qui a été amputé puisse leur être restitué. Il nous reste juste 3-4 minutes. Juste évoquer cet aspect de la vie politique ici au Togo. Didier Assogba, ces derniers temps, la dynamique Podjoro qui retrouve de la voix. Il y a des messages qui circulent un peu partout.
Agboyome Kodjo, qui reconnaît enfin qu'il s'est exilé hors du pays, mais il garde toujours son verbe haut. Il lance l'appel pour une manifestation sur le 1er août prochain. Oui, c'est ce que on a déduit tous de ce message que M. Kodjo a envoyé, qu'on a retrouvé sur les réseaux sociaux. La dynamique Monseigneur Kodjo, dont la coordination internationale avait commencé la campagne pour cette manifestation-là depuis, vient donc l'intervention de M. Kodjo vient donc confirmer le fait que la dynamique Monseigneur Kodjo a envie de descendre dans les rues désormais. Il avait déjà d'ailleurs appelé à des journées de jeûne et prière, d'action de grâce. On attend que le bilan soit fait aujourd'hui, mais ce qui est constant, c'est qu'il y a une manifestation de programmée sur le 1er août prochain. À mon sens, inutile. N'apprécions pas, donnons juste l'information. Eh bien, Agboyome Kodjo, qui a appelé à 2 jours de prière, maintenant avec sa dynamique, il appelle à une manifestation publique le 1er août, ce sera samedi prochain. Et vous, Tchakala, vous ramassez tout ça quand vous écrivez que Monsieur Agboyome Kodjo, vous écrivez par suffisance ou par stupidité, Agboyome Kodjo scelle son destin politique. Oui, Agboyome, on dira que son avenir ou bien son destin politique se trouve derrière lui. Il n'est pas devant, contrairement à ce que... Non, il continue à revendiquer la victoire du 22 février. Il dit qu'il est prêt à verser jusqu'à sa dernière goutte de sang pour monter au pouvoir. Il va peut-être verser ses gouttes de sang à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Quand on est en face d'un combat, on assume tout. On ne fuit pas se mettre sous des cieux cléments et donner la voix. Donc, je crois que en bon commandant, on reste sur place et on fait et les autres imitent. Mais je crois que la dynamique est en train de prêcher du faux, parce que aujourd'hui, quand on prend le regroupement qui a constitué cette dynamique, c'est des gens qui ne rempliraient pas eux-mêmes, les leaders et leurs militants, ça ne remplirait pas un grand amphi. Et normalement, il devrait avoir une cohésion pour que les gens soient dans leur rôle. Mais vous avez vu comment on n'a pas du tout épargné ces vrais partis qui ont quand même des militants, qui ont quand même un long bagage derrière eux. Donc, le fait de catégoriser les leaders et leurs militants, les bons d'un côté, c'est ceux-là qui sont de la dynamique, et les mauvais, c'est ceux-là qui n'ont jamais fait partie de la dynamique. Donc, on a constitué à créer cette grande fissure. Et aujourd'hui, quand on appelle les gens à sortir des rues, je ne sais pas qui on appelle. Est-ce que c'est ceux-là qui ne rempliraient pas un petit amphi qui vont prendre d'assaut les rues, ou bien ceux qu'on a eu à diaboliser, à traiter de tous les noms de vendus, d'acheter, qui vont s'associer à la marche pour grossir l'effectif. Et d'ailleurs, à cette heure de pandémie où les regroupements ne sont pas permis, je me demande quelle chance cette manifestation aura de prospérer ou pas. Les Anglais aiment dire oui, ainsi. Attendons le samedi. Juste rappeler que, comme vous le disiez si bien, nous sommes encore dans l'état d'urgence sanitaire qui voit certaines restrictions de liberté publique. Et puis en amont, il y a également la loi Bodjona révisée et qui définit désormais que on ne peut plus manifester dans certains quartiers de Lomé, sur certaines artères et à certains horaires. Mais d'ici là, nous verrons ce qu'il en sera. 93.5 Canal FM. Nous avons parlé longuement aujourd'hui de la riposte à la Covid-19, notamment cette flambée de contamination un peu partout dans le monde, en Afrique. Est-ce que nous risquerions d'être le prochain épicentre? Qu'est-ce qu'il faut faire pour nous mettre à l'abri? Le médecin commandant Agbobli nous en a longuement parlé. Nous avons également parlé de la sécurité publique, de la protection civile, les avancées, les efforts des forces de sécurité également, ce qu'il faut leur envoyer avec sous forme de plus de moyens. Et puis on a terminé par l'actualité politique, notamment Agboyome Kodjo et la dynamique Kodjo. Nous venons juste d'avoir le journal Nouvelle Opinion qui écrit Agboyome et sa marche du 1er août, la funeste option d'une conscience morte. Sur ces 3 questions, nous vous attendons sous forme de questions, de commentaires.
Le premier auditeur, bonjour. Allô, bonjour. Oui, c'est monsieur Patrick. Patrick. Voilà. Ok, allez-y. Voilà. Monsieur Sass. Oui. Je voulais intervenir à propos de la force créée pour gérer la situation, la pandémie là quoi. La FOSAP. Voilà. Oui. FOSAP. Effectivement, vous avez touché un point vraiment très 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 touchant parce que si la force là, s'il n'y a pas les moyens pour travailler avec, franchement, ils ne peuvent pas aller au bout de leurs efforts. Parce que, comme un des journalistes vient de le dire, allez-y voir ce qui se passe dans les garnisons. Ce n'est pas normal. Or, s'il y a quelque chose, on les accuse que voilà, mais il faudrait les mettre dans un état avant de les critiquer. Un adage qui dit, il faut un esprit sain dans un conseil. Donc, s'ils n'ont pas les moyens pour travailler, moi, je ne vois pas comment ça va se concrétiser. Donc, je donne un exemple. Pour la semaine dernière, moi je rentrais, c'est tout dans ce sillage, je rentrais à la maison autour de 21h vers le carrefour Gogoligo. Et je vois 2 agents qui m'interceptent. Bon, moi j'ai projecté mes phares et j'ai vu un galon. Et quand les deux s'approchaient de moi, je dis, moi c'est les gens. Au même moment, il s'est tourné un peu pour dire, il faut le gérer. Et il fait semblant de prendre son portable comme s'il recevait un appel. Moi, j'ai compris le jeu déjà. Parce que peut-être qu'il n'était pas en mission la nuit, là, mais il veut le manger un peu. Donc, moi, là, ça serait grave. Ça serait grave que des corps habillés sortent d'eux-mêmes sans être en mission. C'est ça. Je vous dis, au carrefour Gogoligo, je sais ce que je dis. J'ai lu le galon, c'est un sergent. Quand je l'ai appelé, je dis, mon sergent en même temps, il s'est tourné pour sortir son portable, il dit, que le chef l'appelle, il a fait 6 à 7 secondes de virer, moi, je l'ai salué, il dit, c'est le contrôle, que ils font la patrouille, tout ça, il n'y a pas de problème. Et il a torché, il a vu dans la voiture, il a dit de continuer, je lui ai dit bon travail. Moi, je suis parti. Donc, en somme, c'est pour dire que s'ils sont mis dans de bonnes conditions, je ne vois pas qu'il aurait des dérapages. Merci. Pour terminer là, oui, je voulais saluer le commandant que vous avez reçu là. Commandant Goblin. Voilà, il a bien travaillé. Et pour rire un peu, il y a un ami qui m'a appelé. Quand j'ai décroché, il écoutait sa voix directe. C'est le PM qui parle ou bien c'est lui. Je lui dis, c'est le commandant, le DG de Sylvain Ferroli. CHU Campus. CHU Campus, voilà, c'est moi. Donc sa voix ressemble à celle du PM, du Premier ministre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mon commandant, mon commandant, il semble que votre voix ressemble à quelqu'un. Vous, c'est Yao Appelé, médecin commandant, directeur CHU Campus. Effectivement. Mais ce que notre ami a dit sur la FOSAP, c'est que c'est un peu délicat pour vous, officier, mais il a parlé de plus de moyens pour permettre à la FOSAP de travailler avec toute la rigueur qu'il faut. Oui. La FOSAP, autant on a besoin de moyens, autant on a besoin que chacun assume sa responsabilité avec ce qu'il a comme moyen. Ceci signifie quoi? Vous êtes en train de parler de moyens financiers, vous êtes en train de parler de moyens sur le plan logistique. Je ne pense pas que la FOSAP souffre aujourd'hui par rapport à la logistique. Mais les comportements décriés, c'est parfaitement le type de description de ce que nous ne voulons pas. En termes de comportement de sujets cupides, c'est des intérêts personnels qui n'ont rien à voir avec la mission dédiée à nos forces. Tout est dit. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, bonjour l'ami en ligne. Allô. Oui, bonjour. Bonjour mon directeur. Papa Sibiti. Bonjour mon colonel. Mon commandant pour le moment. Bonjour Papa Sibiti. Le rang de colonel et de général maréchal n'est pas plus lourd que ses épaules. Dieu fera, il les aura. Inch'Allah, Inch'Allah. Bon, excusez-moi, je confonds là, pour le colonel commandant. Mon commandant, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Faites tout pour que vos époux, comment on les appelle, qu'ils sillonnent toutes les rues, toutes les stations, revendeuses, tout ça, parce que vous faites du bon travail. Quand les gens voyagent de Lomé, Bassar, quand vous, de kilomètre en kilomètre, on vous voit. Si vous n'avez pas porté de bavette, vous êtes sanctionné. S'ils fassent ce travail-là. Parce que la maladie, vous n'en avez pas,
c'est des autres qui vont nous contaminer. C'est pour cette raison que mon directeur, ça c'est là-bas, tous les jours, je parle de sévir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, Toutes vos sorties, que les ballons là, de l'autre côté, pas sur vous. Merci beaucoup. Merci Papa Sibiti. Merci d'avoir fait bref aujourd'hui. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour, monsieur Sall. Ouais, Kokou. Oui, c'est monsieur Kokou. Je salue le plateau. Merci. Et je salue nos invités. S'il vous plaît, monsieur Sall. Oui. Comme à l'accoutumée, avant de démarrer l'émission, vous démarrez avec un adage. Je vais commencer ma question par un adage aussi. On dit souvent que, à quelque part, malheur est bon. Donc, je vais profiter de cet adage pour demander à nos invités, les médecins colonels, si aujourd'hui on se pose la question à savoir, avec cette Covid-19, quelles sont les conséquences positives de cette Covid? Qu'est-ce que nos invités peuvent nous dire? Mon commandant, est-ce que la Covid-19 a produit un effet positif dans nos sociétés? Il y a des effets qu'on peut tout de suite identifier. Aujourd'hui, Covid nous a montré que devant la maladie, nous sommes tous égaux. Covid nous a montré que, quel que soit ce que nous avons comme ressources, aujourd'hui, tu es patient Covid qui te cherche à l'étranger. Par le biais de Covid aujourd'hui, nous pouvons constater que la population est en train de prendre certaines habitudes. C'est exceptionnel de voir quelqu'un aussi tendre la main aujourd'hui. Covid est en train de nous transformer, qu'on le veuille ou pas. Merci beaucoup. L'auditeur qui est en ligne, bonjour. Oui, allô? Oui. C'est pour l'émission? Oui, allez-y. Ok. J'aimerais poser la question à savoir si l'armée en général a un statut. Si l'armée en général a un statut... Allô? Oui. Oui, j'aimerais savoir si l'armée en général a un statut, parce que vous vous limitez aux policiers, mais je ne sais pas si les autres ont un statut. Merci. Mon commandant, vous qui êtes officier supérieur. L'armée a un statut. L'armée a un statut, la police a un statut. Je présume tous les corps de l'État ont le statut ou devraient en avoir. Bonjour. Oui, bonjour. Kwame, allez-y. J'aimerais poser une question et faire une analyse. Restez tranquille. Oui, je suis tranquille. Ok, allez-y maintenant. Ça va maintenant? Ok. Par rapport à la question, c'est au docteur. Est-ce que le cadre guérit? Est-ce qu'un cadre peut guérir? Si oui, qu'est-ce qui se passe que dans nos hôpitaux, le cadre n'est pas au rendez-vous, or que les talents dont disposent nos médecins ne sont pas à concurrencer? Et de plus, les matériels, jusqu'à ce jour, on nous dit qu'on n'a pas de scanner. L'analyse, c'est par rapport au port du masque. Certains disent qu'il faut faire ce que je vous dis, ne pas faire ce que je fais. Mais on pense que l'attitude de nos autorités sape la sensibilisation. Quand vous vous démêlez de gauche à droite à convaincre vos frères et sœurs que porter le masque est une bonne chose, jusqu'à leur chercher des qualités, on vous démontre après tout que le premier responsable, lui, n'en porte pas. Et que eux ils veulent le ressembler. Et ça là, quand sur les médias, les gens le cautionnent, moi, sincèrement, ça ne me sied pas. Nous ne sommes pas autorisés à donner les bonnes leçons que des mauvaises. Et là, j'interpelle le commandant encore, s'il y a possibilité de sanctionner ces autorités-là avec la FOSAP, ils n'ont qu'à payer les 3 000, les 5 000, voire les 6 mois de prison. Merci. Merci, mon commandant. Vous n'êtes pas commandant de la FOSAP, hein? Oui, mais la question de la FOSAP me sont adressées. Bien, je remercie l'auditeur qui vient de poser des questions pertinentes. Il a bien dit, est-ce que le cadre guérit? En réalité, le cadre contribue à la guérison. Et comme on le dit également, l'habit ne fait pas le moine, mais permet de le reconnaître. Un cadre qui est accueillant, un cadre qui est propre, et dans lequel travaillent des professionnels compétents, j'avoue que votre durée de séjour sera raccourcie. Mais il y a une constante que nous devons noter.
on ne doit pas tout le temps peindre tout en noir. Il faut reconnaître qu'il y a des efforts qui se font au quotidien pour améliorer les conditions de travail. Si on veut lui raconter l'histoire de nos hôpitaux, je pense que le temps imparti ne nous suffirait pas. Mais nous restons positifs, nous captons ce qu'il y a lieu de prendre comme information dans le sens d'améliorer et de pouvoir les implémenter. Merci. Il demande également que la FOSAP sanctionne tout Togolais qui ne porterait pas de bavette. Oui, c'est pertinent comme observation. Il y a même eu un décret qui a été pris il n'y a pas longtemps qui rendait obligatoire le port de masques et qui a justement décrit les conditions et les types de masques à porter. Et je le dis, si véritablement un citoyen enfreint par rapport à ce qui est décrit dans la loi, on va pouvoir la lui appliquer. Merci. L'auditeur qui attend en ligne, bonjour. Ah, il est parti, toutes nos excuses. Mais bonjour. Oui, bonjour. Ouais, et bonne émission à vous. Merci, c'est monsieur le Patriote, c'est mon nom. C'est ça votre nom? Oui. À l'état civil? Oui. Ok, allez-y. J'aimerais intervenir par rapport aux militaires. Votre collègue vient de nous dire qu'il y en a des corps habillés même qui s'efforcent à se faire coudre les tenues. C'est vrai. Et ce que vous ne savez pas est qu'eux, ils s'efforcent à se faire des tenues, mais leur chef les traque du fait qu'ils veulent être propres. Vous n'allez pas croire à ça, mais c'est la vérité. Ah bon? Ces jeunes garçons veulent donner l'envie à leurs petits frères de venir servir la nation. Oui. Mais les chefs les traquent par rapport à ça. Ils n'ont qu'à être sales et là, on sait qu'ils ne sont pas ambitieux. C'était ma contribution. Merci. Bon, là, qu'est-ce que moi je peux dire? Allez, Tchakala. Non, mais je tombe des nues. Mais un policier... on prend plutôt l'auditeur qui est en ligne. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. C'est Hakim. Hakim, oui, allez-y. Ben voilà, je voudrais demander au commandant si le nombre des respirateurs qui ont été promis ont été effectivement totalement acquis. Voilà. C'est juste la question que j'ai posée. Je vous remercie. Mon commandant, est-ce que le Togo a réceptionné tous les respirateurs électriques commandés entre-temps, ou bien dont on a besoin? Le nombre de respirateurs commandés, je ne saurais vous dire si tout a été réceptionné, mais ce qui est disponible sur le territoire et qui est déployé n'est pas utilisé complètement. Pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce que le besoin ne se fait pas sentir. On a encore de la réserve. Il y a de la réserve. Merci. L'auditeur, bonjour. Allô, l'ami en ligne. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Nous ne rimons pas en phase. La technique me signifie que... Oui, le tout dernier auditeur aujourd'hui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sall. C'est monsieur? Papa Noël. Papa Noël. Oui. Ah, nous sommes aujourd'hui le 27 juin. Sans problème. Ok. Bon, monsieur Sass, hier, vers 18h comme ça, j'ai vu certains étrangers dans notre pays qui célèbrent leur mariage dans les rues comme ça. Et si vous voyez ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas bien. Il faisait quoi? Ils célèbrent leur mariage. Oui, ça c'est une chose. Maintenant, ce qu'ils faisaient qui n'est pas bien. Oui. Ils s'agglutinent sans les cachinets, sans les mesures barrières, et ils font de n'importe quoi. Soyons sérieux. Hein? C'était dans nous, quel les quartier, personnes âgées là, nous avons tellement peur. Oui, c'est dans quel quartier la scène que vous avez observée? Au niveau de l'église, comment on appelle ça? Au niveau de Hôtel Avenida. Hôtel Avenida. Oui, au niveau de Hôtel Avenida. Les gens étaient dans l'hôtel ou bien dans l'église à côté? Non, ils sont dans les rues comme ça. C'est les musulmans, quoi. Ils font les bâches comme ça, et puis ils célèbrent leur mariage. Bon, secondo, ce que je veux dire,
nous sommes les premiers à être confirmés dans ce pays, c'est-à-dire les collecteurs de l'autosport coupon rouge là. Oui. Jusqu'à ce jour, là, le NATO ne nous dit rien. Nous sommes là pendant 5 mois, sans mesure d'accompagnement, et nous souffrons comme ça. Mais notre président de la République a dit qu'aucun Togolais ne sera laissé sur carreau. Vous avez... Dans l'émission, vous n'avez pas parlé de ça quand même, de tellement que nous souffrons. Je veux vous dire ça pour voir ce qu'on peut faire de nous. Collecteur de l'ONATO. Oui. Coupon rouge. Oui, mais les machines travaillent chaque jour. Allez là-bas voir dans les machines, il y a des gens qui s'agglutinent là-bas n'importe comment là. Mais on a refusé de nous donner l'autorisation de travailler. Merci. Solidarité, nous vous apportons notre solidarité. Didier Assogba. Oui, c'est juste déplorable, c'est ce que nous disons. On a vu les éléments de la FOSAP, on en avait parlé lundi dernier, des amis de Sahel qui ont fêté en grand pompe leur mariage à la sortie nord de Lomé, l'autre week-end, et cette situation également. Il va falloir véritablement, nous venons d'en parler, que les autorités reviennent sur un certain nombre de mesures. Jusqu'à preuve de contraire, il faut continuer par interdire les grands regroupements quand il s'agit de mariage et quand il s'agit des enterrements. Ces mesures, je ne sais pas si elles avaient été levées, mais je ne crois pas non plus. Mais il ne faut pas qu'on viole. Si des groupes ou des groupements d'individus violent ces mesures-là, il va falloir que la FOSAP frappe. Véritablement, il faut donner de l'exemple. Je pense qu'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas véritablement un exemple. Quand on dit 3 000, des gens pensent qu'ils peuvent payer 3 000. Mais on se demande encore où vont ces 3 000. Donc si des gens pensent que, bon, au lieu de 3 000, je peux donner 1 000 francs à un policier, il peut me laisser. Il faut donner un exemple. Vous savez, vous avez été enseignant, vous savez ce que c'est qu'un exemple en matière d'éducation. Donc, dès qu'il n'y a pas d'exemple, tant qu'il n'y aura pas d'exemple, ces comportements vont continuer. Et par rapport au travail de notre ami, je suis désolé, mais même nous, journalistes, notre métier en berne depuis cette affaire-là. Dieu seul sait comment nous travaillons depuis 4-5 mois. Évidemment, donc nous allons juste faire le plaidoyer que la LONATO puisse étudier leur cas et leur apporter un peu d'appui en attendant. Merci Didier Assogba. Aujourd'hui, c'est la Covid-19 et la sécurité publique qui ont été les grandes vedettes de notre émission. Ah, oui, absolument. Par rapport à nos amis les policiers, je crois qu'ils abattent un travail de titan. Quoi qu'on dise, la preuve c'est que ces récents mainmise sur certains malfrats nous donne la preuve qu'ils sont conscients des enjeux sécuritaires et qu'ils s'y mettent. Donc vivement que tout ce qu'ils veulent, on ne peut pas le leur octroyer en un seul trait, mais vivement que de façon graduelle, on puisse donner suite à certains de leurs besoins, notamment la construction d'un grand immeuble qui prête mine pour abriter le siège de la police et revoir un peu aussi l'aspect de nos commissariats, que ce soit celui central ou ceux des arrondissements, et aussi voir un peu les émoluments. Donc, je sais que le ministre en charge de la sécurité, le général Yark, et le lieutenant-colonel Paoul font un grand job, mais vivement qu'ils maintiennent l'élan pour que la satisfaction soit entière. Merci. Pour la police qui a déjà son école nationale à Davier, les techniciens, les spécialistes en disent du très bien. La police qui vient d'avoir également une salle de conférence qui peut contenir jusqu'à 500 personnes. Quand la Covid passera, la police pourra accueillir et abriter des conférences. Et la police à qui nous souhaitons une bonne direction, comme cela s'y est, que les commissariats sortent des maisons de location pour refléter la vraie fierté, la vraie image de notre pays. Yark a encore du travail à faire avec, à sa suite, le lieutenant-colonel Okpaoul. Mon commandant, vous avez été la grande vedette. C'est à vous que toutes les questions ont été adressées. Même des gens vous confondent même à quelqu'un, mais vous êtes seulement médecin commandant à Gobli Yaovi, directeur général de CHU Campus. Votre conclusion en 1 minute? Oui, merci à vous journalistes, vous faites un bon travail dans le cadre de cette riposte et vous faites si bien de rappeler à chacun des acteurs que le temps de lassitude n'est pas encore arrivé. Nous avons encore à faire.
l'Afrique sera, ou du moins l'Afrique, voilà, sera-t-elle le prochain épicentre de Covid-19? Nous ne pouvons pas, par des formules mathématiques, cerner, mais de par notre comportement, nous pouvons laisser cela arriver à réalisation ou pas. Donc nous avons tout intérêt à respecter les mesures barrières édictées, à respecter, au-delà de ces mesures, toutes les dispositions prises dans le cadre du contrôle de la propagation de cette affection. Je ne vais pas terminer sans remercier le gouvernement pour les efforts constants qui sont en train de se faire. Vous allez le constater, vous serez d'avis avec moi qu'il n'y a personne qui puisse marcher en déplaçant les deux pieds à la fois. C'est l'un devant l'autre. Voilà comment nous allons pouvoir progresser pour pouvoir maîtriser et définitivement sceller le sort de Covid-19. Merci à vous. Merci mon commandant. Vous allez transmettre à vos collaborateurs, le personnel, même aux malades à votre hôpital, vous leur transmettez notre salutation citoyennement togolaise. Alirou Tchakala, votre carton de fait d'émission? Non, mais je donne un carton vert à tous ceux qui sont impliqués dans la lutte contre la pandémie. Sans grand bruit, mais par des actes forts, on essaie de circonscrire le mal. Le Togo est cité un exemple. Il y a les chancelleries occidentales en poste dans notre pays qui ont eu quand même à reconnaître le travail qui se fait. Donc, carton vert à tous ces acteurs-là, qu'ils soient devant les projecteurs ou à l'ombre, qui mènent un combat contre le mal. Carton vert à ceux qui font du bon travail sans bruit. Didier Assogba? Oui, pour une première fois et une des rares fois, je vais donner un carton vert à un jeune Togolais artiste gospel. Il s'appelle Mauto Tété, le fils de celui que vous connaissez, qui a manifesté la solidarité dont nous avons toujours souhaité que des gens manifestent dans ce pays. Il a manifesté sa solidarité le week-end donc envers l'orphelinat Moda Charity en offrant des vivres et des non-vivres aux orphelins qui sont dans cet orphelinat-là. Ça n'arrive pas tous les jours. Félicitations à l'artiste et bon courage. Merci. Carton vert à nos auditeurs musulmans. La fin de la semaine va être festive. Vivement que l'Aïd El Kébir, oui, ou bien l'Aïd El Adra, ou bien la fête du sacrifice, que cela se déroule dans l'observation stricte des normes, des comportements de sécurité qui sont de rigueur. Que la semaine soit bonne pour nous tous. Demain déjà, nous serons à l'œuvre ici à 11h si Dieu le veut. Dieu le voudra bien. D'autant plus, encore une fois, célébrons la vie.